La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 6000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale intimement liée aux guérisseuses. Des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes et détenaient des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je te présente Sorcière en herbe, le podcast de Conteuse végétale. Une émission où je te raconte l'histoire passionnante des plantes, la magie des végétaux et leur ingéniosité à créer des molécules originales. Je te livre aussi quelques secrets pour les utiliser et préparer des remèdes simples pour les petits maux du quotidien. Je suis Sonia Bellouti, diplômée de phytoaromathérapie, consultante feng shui et énergéticienne des lieux de vie. Je suis autrice et chroniqueuse, une écoféministe, une sorcière des temps modernes. Et si tu m'écoutes, tu peux me donner ton avis et laisser une note sur Apple Podcasts, YouTube ou Spotify. Dans ce dernier épisode Sorcière en herbe de l'année, je termine avec une boisson que tout le monde connaît, que la plupart boivent. La plus simple et souvent la plus efficace façon de consommer des plantes. La tisane. Et dans cet épisode, j'ai envie de te raconter une tisane au coin du feu. Prends un plaid, mets tes écouteurs et écoute ce que l'infusion, la tisane ou la décoction ont à te raconter. Mais qui n'a jamais entendu parler de la tisane, l'infusion de grand-mère, le pisse-mémé, le truc un peu has-been? Et pourtant, la tisane est le plus ancien des breuvages, le plus simple des modes opératoires pour consommer une plante. C'est une boisson très fiable parce qu'on y récupère la plupart des actifs et la moins chère et la plus accessible aussi. Mais derrière cette boisson vieille comme le monde, il y a des règles établies, des conditions d'utilisation et des secrets de préparation. Voyons voir ça ensemble. La tisane est la forme galénique traditionnelle par excellence. La plante séchée, le plus souvent, est le meilleur réservoir des principes actifs, à condition que la cueillette et le séchage des plantes aient été réalisés dans les règles de l'art. Le mot tisane, d'ailleurs, est un terme générique qui consiste à préparer des plantes avec de l'eau avant de les consommer. L'eau, dans ce cas, est un solvant, parce que l'eau va récupérer les actifs contenus dans la plante ou les organes de plante, ou les parties de plante, si tu préfères. Quand on dit tisane, il s'agit aussi bien d'une infusion, d'une décoction ou d'une macération-digestion. La tisane ne peut extraire que des actifs hydrosolubles, ceux qui peuvent se dissoudre et se diffuser dans l'eau. Une infusion ne peut pas récupérer des molécules aromatiques, par exemple, dont j'ai parlé au précédent épisode. Les molécules aromatiques sont des molécules liposolubles et donc qui se diluent dans un corps gras ou encore de l'alcool. Commençons par l'infusion. Elle consiste à porter l'eau à ébullition, puis de verser cette eau bouillante sur la quantité de plantes indiquée que l'on laisse infuser un temps donné. Dans la décoction simple, on va faire bouillir de l'eau contenant déjà les plantes et que l'on maintient en ébullition quelques minutes. Puis on laisse infuser hors du feu de 30 à 60 minutes selon les préconisations. La décoction-macération consiste quant à elle à laisser macérer des plantes dans l'eau froide un certain temps, parfois une journée entière ou une nuit entière, puis on fait bouillir l'ensemble quelques minutes avant de laisser infuser à petit bouillon très longtemps avant d'éteindre le feu, de filtrer et de boire cette boisson. Et puis il y a la macération simple à froid, qui consiste à mettre des parties très tendres, comme par exemple des pétales de fleurs, qu'on laisse infuser plusieurs heures dans de l'eau froide au frais.
Une tisane correctement préparée avec des plantes de bonne qualité est constante dans son activité. D'ailleurs, de nombreuses expériences ont démontré l'efficacité de la tisane et c'est la meilleure forme à conseiller en automédication et en première intention. Il y a plusieurs avantages à la tisane et j'aimerais en citer 3 essentiels. Les pesticides, pour commencer, sont très souvent liposolubles et non hydrosolubles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une tisane, une infusion, on ne fait transférer que des actifs hydrosolubles. Ce qui veut dire que les pesticides ne peuvent pas être transférés dans l'eau de la boisson. Donc on peut consommer des plantes dont on ne connaît pas l'origine biologique, par exemple, en toute sécurité. La chaleur de l'eau tue la majorité des microbes et des parasites qui peuvent être contenus dans le mélange de plantes. Et ça, c'est très bon à savoir quand on fait de la récolte sauvage et qu'on ne sait pas si des animaux sont passés par là et qu'éventuellement, il y a des déjections de ces animaux contenant des microbes, bien sûr, et parfois des parasites. Donc, le fait d'utiliser de l'eau bouillante va tuer tout ça. Et donc, là aussi, on peut prendre des tisanes de plantes sauvages en toute sécurité. Et puis, le dernier avantage, et non les moindres, la tisane quotidienne et variée est un gage de santé. Pour préparer une tisane dans les règles de l'art, il faut suivre quelques usages. Et pour cela, je vais d'abord t'expliquer un petit peu comment en France sont réglementées les plantes médicinales. Il y a un groupe de plantes qu'on appelle les plantes libérées. Ce sont des plantes dont l'usage populaire est banalisé. Elles sont en vente libre et dispensées le plus souvent dans tous les commerces. C'est le cas par exemple de toutes les plantes aromatiques ou des épices. Le persil, le curcuma, la menthe, le thym, le romarin, le genévrier, la cannelle. Toutes ces plantes, je leur ai consacré une saison entière d'épisodes sur le thème de la cuisine à la médecine, de janvier à juin 2022, que je t'invite à réécouter. Donc ces plantes libérées sont au nombre de 148 plantes et espèces qui peuvent être vendues en l'état depuis un décret du 22 août 2008 précisément. Ces plantes ou drogues, le mot drogue est le terme précis, font partie d'une liste A de la pharmacopée française. Selon l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, il faut respecter des règles d'assemblage et de mélange, en particulier pour les tisanes qu'on achète toutes faites dans le commerce. Des règles de bon sens qu'il est bon d'appliquer chez soi ou en herboristerie. Les mélanges de plantes pour tisane ne dépassent pas 10 drogues végétales, donc 10 plantes différentes. Elles sont classées en 3 catégories. Il y a d'abord les drogues végétales considérées comme des substances actives, c'est-à-dire qu'on va choisir pour le bénéfice qu'on recherche. Ces plantes, dans le mélange de 10, ne dépassent pas les 5 drogues végétales et doivent constituer chacune 10% du mélange total. En gros, minimum 50% du mélange total doit être un mélange de substances actives, donc de drogues considérées et choisies pour leur activité et leurs bénéfices. Ensuite, pour l'amélioration de la saveur, on va pouvoir rajouter 3 drogues végétales. Ces 3 autres plantes qui sont choisies pour en améliorer le goût ne doivent pas dépasser les 15% du mélange total. Et pour finir, pour améliorer l'aspect, souvent la couleur du mélange, on peut aller jusqu'à 2 plantes qui ne doivent pas dépasser au total les 10% du mélange. Les drogues végétales ou plantes utilisées comme substances actives ne peuvent être associées entre elles que si elles ont des propriétés médicamenteuses identiques ou complémentaires. Il existe un classement de 1 à 24 selon leur domaine d'activité et les modes de préparation. L'ANSM donc va classer les 148 plantes libérées en 24 familles. Chaque famille de ces 24 ont en commun
l'activité traditionnelle recherchée et le mode préparatoire qui doit être identique, c'est-à-dire ou de la macération, ou de l'infusion, ou décoction. Le mieux, c'est que je prenne un exemple. Je veux préparer une tisane relaxante et calmante. Donc, je vais choisir dans la liste de l'ANSM, parmi les 24 familles, des plantes de groupes différents, mais à condition qu'ils soient dans des groupes complémentaires ou des plantes dans le même groupe avec cette propriété calmante et relaxante. Là, je vais prendre par exemple des pétales de coquelicot dans le groupe 1 et des sommités fleuries de lavande ainsi que des sommités fleuries de mélisse dans le groupe 18. Là, j'ai déjà 3 plantes. Ces 3 plantes doivent constituer minimum 50% du mélange total. Pour en améliorer le goût, la saveur, je vais aller chercher dans un groupe de 30 plantes des plantes qui vont avoir une couleur ou un goût ou une odeur particulière. Et là, je vais opter pour des pétales de rose dans ce groupe indiqué par l'ANSM. Et pour finir et améliorer l'apparence, l'ANSM toujours met à disposition un dernier classement de 8 plantes. Et là, je vais prendre un petit peu de violette ou de la mauve pour la couleur. Dans tous ces choix, j'ai fait en sorte de ne mélanger que des sommités fleuries, des feuilles ou des pétales, donc des parties tendres, et qui auront le même mode opératoire, une infusion simple. A contrario, je n'aurais jamais mélangé dans la même tisane des écorces, des graines, du bois et des pétales, ou des feuilles, car pour les premiers, il faut préparer une décoction, et pour les seconds, matières fragiles comme les fleurs, les pétales ou les feuilles tendres, une simple infusion, parfois à basse température, s'avère nécessaire et suffisante. As-tu remarqué que sur les emballages de tisane, le temps d'infusion est généralement inférieur à 10 minutes? C'est un secret bien gardé. En fait, une véritable tisane médicinale doit infuser au moins 10 minutes. Car c'est au-delà de 10 minutes qu'on récupère tous les actifs de la plante et dans une concentration optimale. Cela dit, il faut toujours respecter les dosages, la posologie et le mode opératoire quand on se prépare une tisane. Il faut aussi se renseigner sur les contre-indications, les effets indésirables et les interactions médicamenteuses. Dans tous mes podcasts, je précise les mises en garde. Ce n'est pas parce que c'est une plante ou une tisane que c'est anodin. J'en profite pour rappeler que ces informations ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il faut toujours demander conseil à son médecin ou à son pharmacien avant la prise d'une plante sous toute forme qu'elle soit. Et pour finir, une partie un petit peu rébarbative mais intéressante à connaître sur la classification des plantes en France et en Europe. Je parlais tout à l'heure d'une liste A de plantes dans la pharmacopée. Cette liste est constituée de 440 plantes qui comprennent les plantes médicinales, utilisées aussi en allopathie et pour certaines en homéopathie. Depuis 2013, cette liste est passée à 523 espèces, après y avoir ajouté des plantes des départements d'outre-mer et des plantes médicinales utilisées en médecine chinoise. Il existe aussi une autre liste qu'on appelle la liste B. Elle contient 143 plantes dont les effets indésirables sont potentiellement supérieurs aux bénéfices. Donc, on n'y touche pas à celle-ci. Parmi toutes ces plantes, les A et les B, un peu moins de 200 espèces disposent d'une monographie de contrôle. Une monographie est un document qui nous informe sur les caractéristiques spécifiques de chaque espèce. Elle donne aussi les techniques d'identification botanique, chimique et de contrôle de qualité. Ce sont des critères qui assurent la qualité de la plante et sa conformité. D'après la réglementation européenne, les médicaments à base de plantes sont classés selon 2 catégories. Ou les médicaments sont d'usage bien établi, c'est-à-dire que la preuve de leur efficacité et de leur sécurité est apportée depuis longtemps,
Ou alors, ce sont des médicaments traditionnels. C'est le cas des plantes, pour lesquelles une longue tradition est exigée. 30 ans en France et 15 ans minimum en Union européenne avant de pouvoir recevoir l'AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché. Donc, toutes les plantes que tu consommes au quotidien vendues dans le commerce répondent à ces 2 critères. 30 ans d'utilisation en France, donc 30 ans de recul sur leur utilisation et leur consommation, avec un minimum de 15 ans d'utilisation et de recul en Union européenne. C'est le cas de plusieurs plantes dites exotiques que nous utilisons au quotidien dans notre cuisine ou dans nos tisanes. J'espère t'avoir donné des informations intéressantes et peut-être toutes nouvelles pour toi avec cet épisode et le précédent. Ce sont les 2 derniers épisodes de l'année, autour en tout cas des plantes médicinales et de leur usage. Je te donne rendez-vous en 2023 pour poursuivre l'émission Sorcières en herbe avec d'autres sujets et des nouveautés. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en herbe. Tu y trouveras des recettes et des rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi, bien sûr. Et puis, il y a un lien d'abonnement à la newsletter dans la bio de Sorcières en herbe. Pour ne manquer aucun épisode, inscris-toi et tu recevras en plus un cadeau. Le prochain rendez-vous est prévu le jour de Noël où je te partagerai une conversation de sorcières autour d'une plante qui suscite curiosité et polémique. À dimanche 25 décembre sur les ondes.